toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. Le mois de mai commence aujourd'hui à 14h30. Je vous expliquerai pourquoi, je vais vous donner toute ma représentation et ma visualisation au niveau de ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement en attendre? 27 000 dollars plus bas ou n'ira pas tout simplement. Il y a des poches de liquidité complètement logiques qui se trouvent actuellement sous les 26 500 dollars, mais des curieux et des boules qui sont en attente patiemment derrière les fourrés pour pouvoir acheter ces poches de liquidité. On va les observer ensemble. On va parler de tout ça dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Tout au long du mois de mai et du mois de juin, je redistribue 5000 dollars en reward à l'ensemble de la communauté. Extrêmement simple, Swissborg. Si vous faites un dépôt de 50 euros, vous avez automatiquement un ticket entre 1 et 100 dollars si vous passez directement via mon lien d'affiliation. Et moi, je vous garantis 25 USDT que je vous envoie directement chez vous sur votre compte tous les mardis. Donc, on commencera à partir de mardi prochain côté Swissborg. Côté Bybit également, on double le bonus de récompense. Actuellement, vous avez le droit à 25 dollars pour un dépôt de 100 dollars. C'est uniquement dédié sur les contrats futurs. Moi, de mon côté, je vous envoie directement 25 USDT pour les contrats spot. Vous en faites ce que vous voulez. Et vous avez d'ailleurs un petit truc en plus, parce que je suis tombé dessus hier. Si vous faites un dépôt de 100 dollars, ce qui est logiquement demandé pour avoir les 25 dollars, il est assez facile de recevoir 10 dollars supplémentaires en cadeau de bienvenue. Donc il y a juste une vérification à faire, un dépôt de 1 USDT, un petit trade sur le spot, un trader sur les dérivés. De toute manière, vous avez 25 dollars de bonus au bout de 15 jours qui vous est livré pour les dérivés. Donc en fait, c'est assez simple finalement d'avoir 10 dollars supplémentaires qui viendra directement soulager vos frais de trading. Tout simplement, n'hésitez pas bien évidemment à retrouver ce petit Google Form dans le lien de cette vidéo pour pouvoir vous retrouver sur Bybit UID, adresse mail. C'est pas une obligation que vous donnez l'adresse mail, mais comme les frais sont très élevés actuellement, au moins ça me permettrait de vous les envoyer tout simplement gratuitement. Vous voyez, vous avez la mienne, donc ça doit être l'adresse mail liée directement au compte Bybit, ou sinon vous mettez une adresse TRC20 également, c'est important, adresse TRC20 pour que je vous envoie, mais il y aura des frais, tout simplement, c'est 2 dollars, comme ça on se partage les frais, c'est un peu plus de 2 dollars au niveau des frais sur TRC20 actuellement, donc on se les partage, je crois que c'est monté à 3,54 actuellement, donc ça devrait peut-être baisser, et puis si jamais c'est un petit peu moins de 2 dollars, à ce moment-là on se les partage, et éventuellement je vous les offre bien évidemment. Côté Bitcoin, on est à l'aube potentiellement d'une épaule, tête-épaule actuellement, qui est en cours. On va la regarder ensemble parce que tout le monde la voit finalement. Un magnifique épaule ici, tête, épaule. Formidable. Est-ce qu'on peut la jouer ou pas? On attendra les breakouts. Donc, vendeur de breakout, attendez éventuellement la confirmation, l'acceptation de cette épaule tête épaule et allez chercher des objectifs. Les objectifs de cette épaule tête épaule, elles sont très simples. Vous prenez le haut de la tête au niveau de la ligne de cou ici et vous allez chercher un objectif, boum, dans une zone de rechargement, d'achat très court terme. On irait chercher des déséquilibres aux alentours des 22 000 dollars. Vous comprenez tout de suite que les 25 000 dollars ne tiendront très probablement pas. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, vous avez également un M-Top qui s'est positionné juste ici. Magnifique M-Top, confirmé ici en daily. Acceptation et accélération potentiellement. Et vous prenez éventuellement sur cette structure le haut, le bas, et on irait très probablement chercher les 25 000 dollars. Mais je prends en compte l'épaule tête épaule personnellement. Maintenant, vous avez également un diamant de sommet. Tout le monde le voit également. Il y avait ici un diamant de sommet. Je fais un petit peu des gribouillis, mais vous comprenez bien comme moi. Également ici un diamant de sommet qui potentiellement pourrait nous donner un directionnel de prix. Juste là, vous prenez ce diamant de sommet, vous allez chercher le bas de ce diamant de sommet. Vous prenez ce petit breakout juste ici. On va chercher l'objectif, grosso modo. On n'y est pas passé loin, hein, très proche des 25 000 dollars. Vous faites exactement la même chose finalement ici. Je ne le trace pas très bien, mais vous avez compris, vous le referez de votre côté. Hein. Évidemment, un petit diamant de sommet comme ceci. On va chercher des objectifs par rapport à ce petit breakout juste là. Et on se retrouverait très proche des 22 200 dollars. Vous avez compris, les 25 000 dollars ne tiendront très probablement pas. Et il y a déjà des gens qui sont positionnés sur ces 25 000 dollars. Ils sont ici sur Trading Light. On va les regarder ensemble. Juste là, vous allez sur Coinbase. D'ailleurs, en parlant de Coinbase, on peut prendre un tout petit peu de recul. Vous vous rappelez qu'il y avait beaucoup de personnes ici qui étaient positionnées. Et je me dis qu'on ne va pas les faire gagner, ces gens-là. On ne va pas les faire rentrer dans le train. L'objectif, c'est pas de les faire rentrer dans le train. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est de les faire acheter plus haut et puis ils commencent à se lasser. Hein, on voit bien qu'ici, c'était très jaune. Vous voyez, par rapport à notre curseur, hein, il y a beaucoup d'achats ici en limite finalement qui étaient positionnés en attendant d'être fil. Ils n'ont pas été fil, il n'y en a plus aujourd'hui, ou quasiment plus aujourd'hui. Ça viendra bien évidemment si le cours se déprécie, se dégrade. On retrouvera bien évidemment des poches ici de l'ordre limite qui seront positionnées et qui vont s'accumuler. Mais vous en avez juste ici. Vous voyez, vous avez un tout petit agrégat d'ordre limite
qui vient chercher en fait cette poche de liquidité jusqu'où les 25 000 $. Dès lors, il n'y en a pas beaucoup, hein. On va pas se surprendre par rapport à ce qu'on est en train d'observer. Mais partez du principe que ceux qui voient les 25 000 $, les jouent. Il n'y en a pas beaucoup qui les jouent, mais tout le monde les voit, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle en fait des objectifs évidents. Et généralement, ces objectifs évidents, on ne vient pas les chercher. Et si on vient les chercher, c'est certainement pas pour aller chercher les bottoms provisoires. Hein, je vous le dis franchement, hein, c'est généralement pour les exploser, généralement à la baisse. Et ça ne fera pas, bien évidemment, office de support, ce type d'ordre limite. Donc, soit n'ira pas, soit ira beaucoup plus bas. Vous avez exactement le même phénomène sur Deribit ici. Vous avez un amas d'ordre qui est positionné jusqu'aux 23 000 $, jusqu'aux 24 000 $, et ça continue à s'empiler sur des toutes petites time frames, vous voyez, ça commence à arriver relativement en masse. Tout le monde le voit, c'est 25 000 $, encore une fois. C'est ira plus bas ou n'ira très probablement pas. Et moi, mon objectif, il est ici sur les 20 540 $. C'est un petit gap CME qui est positionné depuis plusieurs semaines maintenant. Dès lors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on commence à vouloir accélérer par le bas, c'est soit on sauve qui peut, pour le coup, hein, pour tous ceux qui sont en longue, et on viendra chercher probablement ceux qui sont en longue relativement serrés, on viendra chercher les stops, mais c'est clairement ce type de choses, le truc parfait qu'on devrait voir. Hein, c'est vraiment ça. Voir un truc comme ça, puis un truc comme ça, puis... non, ça j'y crois pas une seconde, ça fera pas un machin comme ça, hein, on attendra potentiellement on attendra les magnifiques structures, mais pour moi on ira probablement beaucoup plus bas pour aller chercher les déséquilibres de marché et un petit gap CME aux alentours des 20 400, 20 500 $ tout simplement. Je ne veux pas y aller. Hein, moi je dis c'est boule, c'est boule. Et à quel moment on pourrait éventuellement avoir un catalyseur? Eh bien c'est aujourd'hui, 14h30, ce catalyseur, il est ici au niveau du CPI, hein, tout simplement. Vous l'avez là. Actuellement, le consensus table sur un 5%, donc équivalent par rapport au mois dernier. Donc ici, ce sera le mois d'avril, équivalent au mois de mars. Est-ce que éventuellement c'est cohérent ce qu'on est en train d'observer? Pour moi, il sera peut-être possiblement meilleur. Parce qu'il était meilleur déjà, hein, au niveau du consensus. On était à 5,4 me semble-t-il. La dernière fois, au niveau du on va cliquer dessus, je ne me rappelle plus du consensus qu'il y avait la dernière fois, 5,2. Voilà, le précédent c'était 6, consensus, prévision 5,2, boum, c'est tombé à 5. Donc actuellement 5, prévision 5, peut-être 4,8 tout à l'heure, 4,7, ce sera potentiellement bullish. À travers un true flation, nous explique qu'il y a encore une dégradation relativement forte au niveau de l'inflation. On pensait qu'on allait tenir les 4%, à peu près, on avait d'ailleurs un rebond ici par rapport à des indicateurs plus court-termistes, hein, qu'on avait observés ensemble. Et bien là, on a encore dégradé, on passe sous les 3,73. Honnêtement, si on arrive à 2, ce serait juste formidable. En tout cas, Jérôme Powell serait très probablement content, et ça tend en fait à nous donner une forme de vérité, si vous voulez, vis-à-vis des indicateurs qui sont appelés comme avancés. Les indicateurs qu'on utilise actuellement pour le CPI, ce sont des indicateurs dits retardés. On est encore sur des indicateurs de l'année dernière, si vous voulez, par rapport à ce calcul de l'inflation. Donc la courbe est beaucoup moins franche, si vous voulez. Lorsque sur Truflation, on se retrouvait à 12%, et ben le CPI a trouvé son top, hein, sur les 9,1% me semble-t-il. Vous avez compris, donc c'est normal qu'on ne retrouve pas, qu'on n'aura pas du 3,7 par exemple, ou 3,8 tout à l'heure. C'est peu probable, bien évidemment. Mais peut-être qu'en dessous des 5 serait de bon augure par rapport à ce qu'on peut observer sur les marchés financiers. Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Alors, si c'est une bonne nouvelle, vous connaissez l'histoire. Hein. C'est tuk, et potentiellement on peut y aller. Hein. Vous voyez, on vient juste chercher un petit peu la poche de liquidité complètement logique, sans pour redonner une confirmation à l'ensemble de ces vendeurs qui attendent une seule chose, c'est qu'on aille se dégrader beaucoup plus bas. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, je dis juste que rien ne l'indique. Hein, c'est toujours la même chose, on reste focus sur notre scénario, et c'est super important de le tenir tant que celui-ci n'est pas invalidé. Qu'est-ce qu'il faut que pour un scénario tienne? Il faut qu'un maximum de personnes soient du mauvais côté du mouvement ou de la trendline. Actuellement, on est en train d'observer un sentiment allègrement dans les chaussettes. On va pas se mentir, c'est allègrement dans les chaussettes. Vous prenez le DAX, vous prenez 440, vous prenez Wall Street, vous prenez le S&P 500, 36, 38, 37%, 22%, 28%. Bon, grosso modo, le sentiment est majoritairement bear actuellement, et ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que ce sentiment est relativement bear. Et on se retrouve où? Sous résistance, sur tous nos indicateurs techniques, bien évidemment préférés. Vous l'avez, tous nos actifs numériques ou tous nos actifs préférés. On va prendre un indice, tout simplement au niveau du S&P 500, on est juste au niveau d'une résistance actuellement. Si on vient à briser ça, bon courage, hein, j'ai envie de dire. Hein. On est en train éventuellement de le break actuellement, donc on a cette fameuse ligne ici des 4114 points. Vous vous rappelez que c'est un truc complètement magique, hein. On a le temps de se positionner là-dedans. Ça fait office de support ainsi que de résistance actuellement. Ça fait plutôt office de support. Et on peut bien évidemment observer une forme d'accélération. Et on reprend
exactement ce qu'on avait mis il y a quelques temps de cela. C'était très, très, très intéressant de l'observer. On était là par là, je crois. On avait, oh, il y a une trainline. On pourrait revenir sur la trainline, éventuellement la trainline quasi parfaite, et puis après aller chasser ces vendeurs à découvert, allègrement positionnés. On attend juste un petit peu de bonnes news ou peut-être un catalyseur pour pouvoir enfin breaker par le nord et aller chercher très proche de nos anciens ATH. C'est exactement la même chose sur le Nasdaq. Le Nasdaq, plus personne ne le voit, mais il est en train de faire un petit bout de chemin et honnêtement, je suis très curieux de voir, je l'ai partagé hier sur le Discord, quelle serait la réaction au niveau de nos tokens préférés. Donc je parle plutôt du Total Market 3 ici, donc hors Ethereum et hors Bitcoin, si on venait à accélérer au niveau des valeurs technologiques. On a eu des bonnes nouvelles au niveau de Tesla, on a eu des bonnes nouvelles au niveau de Apple, on a eu des bonnes nouvelles au niveau de plein de boîtes tech, Microsoft, Google, etc. Donc ça a repris petit peu de valorisation. Et d'ailleurs, Apple nous montre encore une fois sa solidité, sa robustesse et ce catalyseur, ce leader par rapport à l'ensemble du S&P 500. Donc bravo à lui. Et au niveau du Nasdaq, est-ce qu'on est passé? Est-ce qu'on n'est pas passé? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Des tech profits qui sont complètement logiques. Donc ici, c'est ce que j'essaie d'expliquer au niveau du Discord hier. On a un petit peu échangé, notamment avec Mathie. Je ne vois pas réellement de vendeurs ici. Moi, je vois plutôt des personnes qui prennent des tech profits. Donc, je vois plutôt des acheteurs qui prennent des profits. Mais je ne vois pas de vendeurs qui tentent de reprendre la main. En tout cas, sur nos indices qu'on observe au quotidien, je ne vois pas des vendeurs qui sont en train de reprendre la main. À quel moment sur Bitcoin on a vu des vendeurs qui étaient en train de reprendre la main? Je vais vous le remontrer. Je vais passer en grande time frame et comme ça, vous allez le voir beaucoup mieux que moi. Ici, il y a eu des vendeurs qui ont repris la main. En tout cas, qui ont tenté de reprendre la main. Ce type de bougie n'est pas normal, si vous voulez. Voilà, ce type de truc, ça, c'est clairement pas normal. Et dans une forte tendance, on peut se... Bon, reprenez des vidéos de novembre 2021, si vous en trouvez quelques-unes. Je parle peut-être de Cryptomatrix, éventuellement, avec Monsieur Bitcoin, là, qui en parlait. Bon, bref, ce type de choses est un vrai signal qui n'est pas bon signe. Voilà, mais actuellement, je ne le vois clairement pas. Même ce type de choses, d'ailleurs, n'est pas un bon signal. Si on vient ravaler tous les stops précédents et qu'on vient clôturer en dessous de la bougie précédente, c'est déjà pas une très bonne bougie, si vous voulez, de l'observer. On a la même bougie plutôt haussière actuellement. On en a parlé la semaine dernière, ou on en a parlé début de semaine, pardon. Cette bougie est exactement la même, mais plutôt à la hausse. Donc c'est peut-être qu'on peut observer, mais à l'inverse. Ça veut dire une accélération haussière. En tout cas, c'est ce que j'encadre personnellement et c'est ce que je joue personnellement depuis quelques semaines maintenant. Mais ceci n'est pas bullish. Actuellement, je n'observe rien de tel. Pour l'instant, on est juste en train de travailler des supports. Bon, il n'y a aucune confirmation, aucune clôture, aucune acceptation. Donc, pourquoi observer une accélération? Hormis éventuellement un catalyseur. Si vous voyez ici, et je vous le dis franchement, un 5,3, par exemple, ok, là, on remet le turfu en place, on repose les chaussures, et on va essayer de se couvrir un peu, parce que ça remettrait ça remettrait en cause toute la dynamique et toute la philosophie et tout le narratif qu'on s'est donné depuis maintenant plusieurs semaines ou plusieurs mois. J'en doute très fortement qu'il y ait une augmentation au niveau de l'inflation. Mais c'est pas forcément, on n'est pas à l'abri de ça, tout simplement. Donc si on est au-dessus des 5, même un 5,1, peut-être un 5,2, honnêtement, ce serait peut-être pas très bon signe. En tout cas, on verrait pas un signal fort et bon au marché. Ça repousserait très probablement l'échéance, mais on pourrait se retrouver sous les 22 000 $, puisque voilà, toute notre narrative sera très probablement remis en cause. Jérôme Powell aura raison, et penser que ici on va retrouver un espèce de pivot de la Fed alors que l'inflation est croissante, détrompez-vous, ça veut dire que d'un seul coup on verra tous les trucs à 5,25, 5,50 et ça sera complètement placardé de bleu. Et dans cet même effet, ici vous allez vous retrouver au niveau des objectifs, ça va tout de suite en fait se décaler complètement vers la baisse et potentiellement effet boule de neige pour aller chercher les plus bas. Malheureusement, il y a à retrouver des bottoms de marché. La question est de savoir est-ce que ça tient. C'est ça, en fait, le catalyseur que vous attendez. Mais actuellement, nous ne l'avons pas, donc c'est impossible à jouer à l'heure où je vous parle. Être vendeur là-dedans, c'est être contre-tendance. C'est juste ce qu'il faut comprendre, tout simplement. Maintenant, je vais vous redonner une forme de rythmique par rapport à nos moyennes mobiles. Moi, vous savez, j'aime beaucoup utiliser les moyennes mobiles. Elles sont juste ici, je vais vous les retrouver on va les retrouver ensemble. Et à chaque fois, ça s'est passé de la même façon. C'est rarement différent. Vous voyez qu'on a cette moyenne mobile 20 périodes. Je vais placer en... Moi, je vais rester en weekly parce qu'elles sont en mensuel ici, donc on peut les conserver. Systématiquement, on avait retrouvé en fait des accélérations au niveau de cette moyenne mobile par an. En fait, la bonne valeur, si vous voulez, de Bitcoin, le consensus, la neutralité, se trouverait très proche d'une moyenne mobile 20 périodes. Et si on reprend par rapport au cycle de 2019, ici, on l'avait breaké, on avait taponné dessus, vous le voyez juste ici comme moi, on avait tapé dessus, et puis derrière, on avait accéléré, on est parti faire un magnifique rallye. Ça, c'est côté Bitcoin. Côté Ethereum, on voit quelque chose un tout petit peu différent. Vous voyez qu'on était juste venu s'échouer très légèrement sur cette moyenne
moyenne mobile 20 périodes, et derrière, on n'était pas encore arrivé actuellement sur cette moyenne 20 périodes. Famille 2200 $ au niveau de Ethereum. Donc on peut très bien la breaker, hein, je ne dis pas du tout le contraire, mais je dis juste qu'il y a une forme de fractal qu'on est en train d'observer, puisqu'on se pense en mai-juin 2019, même si actuellement on n'est que tout début mai 2019. Et le mois de mai commence à 14h30 par rapport à un rééquilibrage de nos indicateurs techniques par rapport à l'inflation notamment, qui est un outil que tout le monde regarde aujourd'hui sur cette planète, donc il faut bien évidemment l'observer comme ça. Si vous passez sur le total market, on voit des choses très intéressantes. Vous voyez qu'ici, cette moyenne mobile, juste là, trimestrielle en 20 périodes, faisait office de support. C'est intéressant d'observer que ça fait office de support. Ici, ça faisait office de support par rapport au crack Covid. Et on avait breaké cette moyenne mobile 20 périodes en mensuel cette fois-ci. Cette petite moyenne ligne jaune ici. On l'avait breaké, on était reparti dessous, et puis hop, on avait accéléré. Mais on y allait loin encore. Vous voyez en fait ce fameux troisième flux, vous comprenez ça? Regardez, hein. Vous avez un premier flux ici, un second flux ici, et potentiellement un troisième flux ici. Peut-être d'autres verront différemment. Ici, un premier flux, ici un second flux, et ici un troisième flux. Mais c'est toujours la même chose. De toute manière, il y a toujours 3 flux. Donc actuellement, je n'en vois que 2 personnellement. Et généralement, le troisième flux est le plus violent. Vous reprenez par rapport au Total Market 2. Vous voyez que juste là, on avait fait office de résistance, office de support sur cette moyenne mobile trimestrielle, et vous avez juste ici, ça fait office de résistance par rapport à cette moyenne mobile en mensuel. On est au milieu de rien, premier flux, potentiellement deuxième flux, et le troisième flux vient de nous briquer juste au niveau de cette neutralité par rapport au crypto total 2. Vous avez exactement la même chose sur le crypto total 3, donc hors Bitcoin et Ethereum. Vous avez ce premier flux, vous avez ce deuxième flux, potentiellement un troisième flux un peu avorté, et on est venu s'échouer où? Sur cette moyenne mobile 20 périodes. Mais on y est extrêmement loin, on peut faire un magnifique premier flux, potentiellement deuxième flux et un troisième flux très violent qui vient de rechercher cette neutralité double up au niveau du crypto market total 3. Donc ça veut dire que vous avez vos cryptoactifs préférés, je sais pas, on peut les citer, CSPR, Atom Cosmos, Polkadot, ADA Cardano, ce que vous voulez, qui pourraient faire des jolies percées haussières, et ça remettrait peut-être probablement tout le monde d'accord. Mais actuellement, on attend bien évidemment un catalyseur, puisque toutes les mauvaises nouvelles au niveau du crypto n'existent plus. Elles sont toutes pricées et digérées par le marché. Il n'y a plus de mauvaises nouvelles sur le marché crypto. Or, le sentiment persiste. Et ça va me donner finalement une espèce de réciprocité par rapport à The Big Whales. The Big Whales, vous devez peut-être connaître, parce que je le reçois par mail, je trouve ça plutôt intéressant. En réalité, il faut vraiment se remettre dans un contexte par rapport à nos billets qui sont extrêmement puissants et qu'on a dans la tête et qu'on garde. Il faut comprendre que lorsqu'on regarde des vidéos YouTube, lorsqu'on regarde des articles de presse, lorsqu'on regarde sur des articles de presse spécialisée, ou la presse plutôt traditionnelle, mainstream, partez du principe et mettez toujours la même définition par rapport à ces informations. Vous êtes en train de lire la vérité du jour. C'est super important de le comprendre comme ça, parce que chaque vérité change jour après jour. Ce que vous avez lu il y a 6 mois, ce que vous avez lu il y a 6 semaines, ce que vous avez lu il y a 6 jours, ce que vous avez lu il y a peut-être 6 heures, n'est plus d'actualité au moment où vous êtes maintenant. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans la vérité de l'instant, la fameuse vérité du jour. J'en reprends une parce que ça m'a fait sourire, on en avait beaucoup parlé ensemble par rapport à nos influenceurs préférés qui devraient se mettre au vert, comme on dit, ou peut-être changer de pays carrément. Et vous aviez ici, influenceurs crypto, ce que le vote du Sénat change pour eux, et puis effectivement, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus sensé, beaucoup plus rationnel, et maintenant ça repartira à l'Assemblée nationale, en commission paritaire pour être voté, et on a assoupli de façon relativement drastique ce qui avait été proposé lors du vote à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines en arrière. Donc ça, c'est la nouvelle vérité. Donc, influenceur peut être relativement tranquille. Et vous avez pas mal d'informations qui sont très bonnes, en fait, et très intéressantes à lire. Je prends toujours beaucoup de plaisir. C'est la version gratuite au niveau de The Big Whales. Ils ont aussi un compte Twitter. Ça a d'ailleurs très bien fonctionné. Pour le coup, donc BNP Paribas et d'autres géants lancent leur blockchain. On parle ici de, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette blockchain. Voilà, le réseau Canton. D'ailleurs, en plus c'est passé hier, donc c'est relativement rapide, j'ai envie de vous dire. Donc BNP Paribas, Goldman Sachs, Microsoft, Deloitte, etc. vont créer leur propre blockchain. Donc je pense que ce sera une blockchain extrêmement centralisée, propre à ces institutionnels, et vient dans mon cercle par rapport à tout ça. Vous avez compris un peu l'idée, ça va pas être de l'Ethereum, le machin, bien sûr l'imaginer. Mais encore une fois, on va utiliser ces ruptures technologiques pour potentiellement le bien commun. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le penser. Je pense que ça irait dans le bon sens du client, ça irait dans le bon sens du consommateur, pour potentiellement réduire les frais, pour potentiellement réduire les délais, pour potentiellement réduire
plein de choses, plein de choses, plein de choses. Oui, centralisé, et c'est pas vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui dans notre philosophie, là où on a mis aujourd'hui les pieds dans des ruptures technologiques, mais partez du principe il y en aura pour tout le monde, et la centralisation n'est pas forcément néfaste, si vous voulez. Si vous avez actuellement des billes dans Binance, dans Bybit, dans Coinbase ou dans Swissborg, et que vous venez à décéder d'un accident, ou si vous venez à perdre votre mot de passe, ou si vous venez à perdre, eh ben vous récupérez vos fonds. Hein, c'est toujours la même chose. Si vous avez actuellement une clé Ledger et que vous avez perdu vos 24 mots-clés, vous perdez votre clé Ledger, c'est un petit peu dommage. Hein. Personne ne viendra vous aider, bien évidemment. Vous comprenez un peu cette idée-là? Donc la centralisation a aussi des aspects, j'ai envie de dire, positifs. Hein, des aspects positifs, ce que la décentralisation n'a pas, et à l'inverse, la décentralisation a beaucoup d'aspects positifs que la centralisation n'a pas, bien évidemment. Voilà, je voulais juste vous remettre dans cette thématique-là, dans cette narrative-là, que toutes les news qu'on lit, c'est encore une fois que la vérité du jour. À quel moment je me repositionne sur ces marchés, puisque on a vu au niveau de PayPal, c'était plutôt pas mal. On en a parlé hier. Je me suis positionné sur PayPal il y a quelques semaines. C'était ici, sur les 77 $. Ça s'est pas très bien passé pour PayPal encore hier. Et puis derrière, des bons résultats. On va pas se mentir. Hein, des bons résultats pour PayPal, mais on s'est pris une cartouche. Pourquoi? La news est juste ici. PayPal, la réduction de l'objectif de marge opérationnelle de 2023 ne passe pas. Alors, il est au fond du gouffre, PayPal. Et derrière, il s'en est repris une derrière la tête. Donc, plus 6% par rapport aux bénéfices, plus 0,84. Donc, on était dans le consensus. Donc, plutôt une bonne surprise pour le coup, hein, vis-à-vis de PayPal, puisque beaucoup pensaient que ça allait un peu plus se dégrader, et finalement on se prend du moins 14% dans les gencives vis-à-vis de PayPal par rapport à des objectifs de cours, par rapport à des objectifs de profit, par rapport à des objectifs de revenus. Derrière, quelle est la capacité d'une entreprise à générer du business? On tape directement dans le fondamental, une écriture, une phrase pour taper directement dans le fondamental. À venir, un fondamental futur ne passe pas par rapport aux opérateurs de marché, et on vient chercher de la liquidité. Est-ce que c'est une opportunité? Non, ce n'est pas une opportunité, surtout si vous êtes déjà engagé. Moi, ma prochaine opportunité, ma prochaine réflexion au niveau de PayPal, c'est les 45 $. Pourquoi les 45 $? Puisque actuellement, on est venu chercher, en fait. Vous voyez toute cette poche de liquidité là, qui est ici par rapport au précédent lot, pardon, et ben on est venu la prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de repartir la prendre? On n'a rien à faire là. Hein, c'est exactement ce que j'essaye de vous partager vis-à-vis de nos crypto-actifs, comme Bitcoin et Ethereum. On n'a rien à faire là. Si on y va, c'est qu'il y a quelque chose que je ne sais très probablement pas. Peut-être que PayPal est encore peut-être survalorisé, ou pas, hein. Je pense que c'est nettement sous-valorisé. Mais en tout cas, c'est pas haussier actuellement. Donc un investissement 1, c'est l'investissement, je suis dans le train. C'est pas l'investissement 1, je suis all-in et tiens-moi la main. Pas du tout. C'est juste, j'ai pas envie de louper le train. Et je pense que c'était une très bonne zone, une zone première classe pour PayPal, avec des arrachements potentiellement haussiers, notamment en weekly, avec des gaps peut-être de rupture qui étaient en train de se positionner, qui sont venus attendre à être comblés. Finalement, on se fait rejeter. Prochain investissement, ici, par rapport à ce gap, ici. Voilà, 45 $. Alors peut-être un tout petit peu avant, si j'ai une structure, vous connaissez l'histoire, si on fait un truc comme ça, ça fait les supports font maintenant office de résistance, et puis derrière on vient chercher quelque chose comme ça, et puis derrière on fait des trucs comme ça, hop, et peut-être un petit arrachement aussi, une espèce de structure, soit jolie, soit un petit peu battue là, et là je me fais un investissement 2, mais j'attends tout simplement du temps, hein, il me faut des bougies, moi, pour éventuellement me passer sur un investissement de. À chaque bougie rouge, je ne mets pas un investissement de là-dedans, c'est pas du tout rationnel. Dès lors, on viendrait très probablement chercher juste là, du moins 30%, moins 25% supplémentaires, et si on vient chercher le gap à 45 $, moins 45% supplémentaires, ça me plaît plutôt pas mal. Et honnêtement, en vue de la charte, hein, c'est pas forcément le plus délirant à aller chercher. Hein. Moins 40% supplémentaires sur PayPal, ça ne me dérange pas, surtout si on rentre dans une ère de récession, voire de dépression sans précédent par rapport à cette année du réel. Honnêtement, j'achète pas des bougies rouges comme ça, parce que ceci n'est pas très bullish, pour être tout à fait honnête avec vous, même si les résultats sont plutôt bons côté PayPal. Voilà, je voulais juste vous en reparler. Ceci n'est pas forcément considéré comme des soldes ou une opportunité. C'est pas vrai. Ici, c'est plutôt les grosses baleines qui viennent défendre leur prix. Et actuellement, on voit que ils sont pas en train de la racheter. Hein. C'est important de le comprendre comme ça. On veut pas une clôture comme ça. Ça me dérange pas d'avoir une ouverture comme ça. C'est quelque chose de très important. Vous voyez, on ouvre ici. Je vais passer en délit. Voilà, on est en délit, même en horaire. Je pense qu'on le verra beaucoup mieux. On ouvre ici par rapport aux résultats. Donc derrière, c'est tout le monde a vendu, si vous voulez. Hein. On se tape sur l'épaule et vous vendez vos actions PayPal, ou en tout cas, vous déchargez les bagues. Moi, ça ne me dérange pas de voir une ouverture en baisse. Par contre, ce que je veux pas, c'est une clôture en baisse. Et cette clôture, elle est vraiment, vraiment dégueulasse. Il faut vraiment s'en rendre compte. Hein. C'est super important. Donc, au bas mot, hein, c'est toujours la même chose. Si vous voulez vous intéresser
PayPal, personnellement, si je n'étais pas investi dans PayPal, j'attends quoi? Bah, j'attends d'acheter plus cher, hein, de revenir attaquer les précédents highs, tout simplement. J'achète sans problème beaucoup plus cher, au-dessus des 77 $. Vous allez me dire, mais tu achètes plus cher. Ouais, mais moi j'ai de la visibilité. Ceci était juste une prise de liquidité. Actuellement, c'est clairement pas une prise de liquidité. En tout cas, rien ne l'indique. C'est beaucoup trop tôt. N'ayez jamais raison trop tôt. Le seul risque que vous prenez, c'est de potentiellement pouvoir acheter moins cher. Combien de fois on l'a rappelé, notamment sur Deezer, notamment sur d'autres actions qu'on a ensemble énumérées. Pas plus de choses à dire vis-à-vis de ça. Juste une chose. Taux à zéro égale bottom illico. Je finirai cette vidéo là-dessus. Regardez ça. Je trouvais ça très intéressant parce qu'on va se remettre, pas forcément en 2008, pas forcément en 2001, mais peut-être en 2012, et peut-être qu'on est en train de se trouver actuellement en 2012. En 2012, vous aviez ici une forte augmentation au niveau de l'inflation. Au niveau de l'inflation qu'on connaissait. On était rentré dans une phase de déflation. Vous vous rappelez, après la crise de 2008-2009, qui a été relativement retardée vis-à-vis de l'Europe, puisqu'on avait baissé les taux beaucoup moins rapidement et on avait augmenté les taux de façon beaucoup moins rapide. Vous savez, l'Europe est toujours un petit peu en décalage. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Si Jérôme Powell avait augmenté ses premiers taux de 0,25 points en mars 2022, et ben Christine Lagarde a augmenté ses taux en juillet 2022. Vous voyez, en fait, cette forme de décalage d'un trimestre, c'est à peu près ce qu'on avait vécu, mais peut-être un an et demi de décalage vis-à-vis de l'Europe. Rappelez-vous, sous l'ère de François Hollande, en 2012, on est encore dans la crise, et la crise, on y est très loin d'être sorti. À ce moment-là, nous avions des taux à zéro, et on avait une augmentation de l'inflation. Vous voyez cette magnifique ligne rouge ici, ça c'est l'inflation. On était même monté jusqu'à 4%. Est-ce que c'est pour ça qu'on avait augmenté les taux? On était à 4% d'augmenter les taux? Absolument pas. Absolument pas. Parce qu'on était sorti d'une ère beaucoup plus grave pour l'économie, mais notamment américaine, une ère de déflation. Et tout porte à croire actuellement qu'on est en train de se diriger là-dedans. Généralement, ceci est fortement pricé par le marché de façon très brutale. Mais si on revient en 2012, je trouvais ça plutôt intéressant, ce n'est pas parce qu'il y avait une augmentation de l'inflation que les taux étaient remontés de pair. Ce n'est clairement pas vrai. Et c'est en ça, peut-être que souvent, Jérôme Powell et Christine Lagarde ont dit on ne comprend pas d'où vient l'inflation. Parce qu'en 2010-2012, il y avait une inflation, mais elle était relativement stable. Et puis derrière, il y avait la fameuse grande crise là, de 2012 que tout le monde voyait arriver, que finalement a été décalée en 2018, et qui finalement n'est jamais arrivée. Pourquoi? Parce que les taux étaient relativement bas. Et au moment où vous avez les taux à zéro par rapport à une augmentée relativement franche des taux, c'est souvent les bottoms de marché qui se trouvent sur les taux zéro. Donc taux zéro égale bottom illico. Et on peut le reprendre ensemble. Si vous avez en fait cette forme de dégradation, parce que je me remets dans cette fameuse année, fin de deuxième trimestre, début troisième trimestre ou quatrième trimestre 2023, cette fameuse année du réel, donc ce point pivot sera donc généralement subi de façon extrêmement forte par rapport au marché, parce que lorsqu'ils vont commencer à le pricer, s'ils encadrent une dépression et une forte récession, on ne sera pas en soft landing, on sera en crash warning, si vous voulez, et c'est ici que vous aurez très probablement les bottoms. On peut se remettre par exemple à janvier 2009, décembre 2008, janvier 2009. Vous aviez donc des trucs à zéro. Regardez où est-ce qu'on était au niveau du S&P 500 par exemple. Je prends l'exemple parmi tant d'autres, mais c'est toujours très intéressant. Et vous allez voir si on se décale un tout petit peu par rapport à nos moyennes mobiles. On le reprendra juste après. C'était ici, voilà, décembre 2008. Voilà, janvier 2009, voilà, on était vraiment sur les bottoms de marché. On est reparti en V-bottom, mais vous avez compris un peu l'idée. Donc c'est taux à zéro, bottom illico. C'est pas je pense qu'il va avoir le pivot, donc c'est les bottoms. Pas du tout. On peut très bien se retrouver dans ce type de cas de figure. Ce sera catalysé par quelque chose que nous ne connaissons pas. Bon courage pour le pricer, bien évidemment, si vous êtes plutôt dans ce narratif-là. Personnellement, je n'y suis pas dans ce narratif-là. Actuellement, pourquoi? Parce que je ne le vois pas. Si je ne le vois pas, je ne peux malheureusement pas le jouer. Et puis j'ai décidé, il y a bien longtemps de cela, de les subir. C'est peut-être très rigolo à dire, mais je décidais de les subir puisque le temps nous dit que il est beaucoup plus simple de subir ce type de crash financier, puisque ce sont toujours des opportunités. La seule chose à faire est de garder du cash pour pouvoir la transformer. Dixit, une opportunité. Si vous regardez ces moyennes mobiles, regardez ça, on avait fait ce travail-là il y a quelques minutes vis-à-vis de nos actifs préférés, notamment du total market. On peut prendre un indice, c'est aussi bien, pour le coup. Vous avez ici, en fait, on était pris entre deux étaux. D'ailleurs, on break par le bas au niveau de cette moyenne mobile trimestrielle. C'est l'effondrement. Actuellement, nous y sommes relativement loin. Relativement loin. Donc tant qu'on vient chercher ceci, pas d'inquiétude, j'ai envie de dire.
On sera juste en train d'aller rechercher les bottoms de marché en vue d'une amélioration peut-être de nos données économiques. Si l'inflation n'est pas bonne, très probablement qu'on viendra rechercher ces bottoms de marché. Et si on remet tout le narratif en cause, vous avez compris que c'est ici qu'il faudra venir se faire peur. Mais on peut très bien le breaker et accélération. Et on donnera raison à beaucoup de bears actuellement qui sont debout sur la table en train de shorter. Mais si vous revenez exactement à la même chose par rapport à ce sentiment, pourquoi je vous parle de ce sentiment? Parce que j'ai bien l'impression qu'on n'est pas forcément en 2008 actuellement. Alors on n'est pas en 2008 parce qu'on ne le connaît pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc actuellement on est là. Et puis ça aurait très bien pu faire ça s'il n'y avait pas eu de récession ou de crack des subprimes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc actuellement, moi je peux pas jouer ça. Parce que clairement, personne ne peut l'encadrer. Mais si vous reprenez en 2010, à peu près 2000, je sais plus combien, oui, c'était 2012, je crois, voilà, on était là-dedans. Vous aviez tapé au niveau de cette bande de volatilité. Derrière, on revient chercher en fait cette moyenne mobile. Derrière, on repasse dessus. Vous voyez qu'on est en train de travailler là-dedans, là. On est en train de travailler là-dedans 2008-2012. Et puis finalement, on vient chercher un nouvel ATH. Et puis on grind en fait cette magnifique moyenne mobile 20 périodes. Et actuellement, ça fait office de résistance. Et c'est ça que c'est difficile actuellement. C'est que bah, là, vous aviez une vraie résistance dynamique. Elle n'est pas petite, cette résistance. Et c'est ce que je vous dis par rapport à Bitcoin, par rapport au crypto total, on devrait venir travailler et en tout cas prendre des profits complètement logiques sur cette moyenne mobile 20 périodes. Et on peut peut-être se retrouver dans ce narratif-là. Mais tant qu'on ne vient pas à s'échouer en dessous de la moyenne mobile trimestrielle 20 périodes, bah pour moi, je n'encadre pas un crack. Si on vient à s'échouer en dessous, c'est pour moi fin de partie. Hein. D'ailleurs, voilà, ici 2011-2012, on a à peu près la même chose. C'était ici vraiment cette espèce de turfu pour dire qu'on allait tous mourir. En fait, le sentiment, on n'est pas là-dedans. C'est pas vrai, hein, parce que ici, personne ne le connaissait. Vous avez la grande majorité qui était bullish d'ailleurs en 2008. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup. Reprenez des vidéos de Tammy Cabage. Quand en 2008, lui, il voyait que c'était baissier, que tout le monde disait que c'était haussier. Vous aviez en fait un consensus, 92% était haussier hein, en 2008. Hein. Ne nous y trompons pas, hein, tout allait bien dans le meilleur des mondes et on parlait même pas d'impression monétaire et de plancher à billets et d'ingérence de la Fed. Ici, c'était complètement différent. Ici, on parlait de la fin du monde et c'est entre guillemets peut-être ici qu'on est en train de se retrouver. Donc moi je suis plutôt d'accord que si on vient s'affranchir de cette moyenne mobile, ben, on ne repassera plus en dessous. Voilà, c'est à peu près ma moralité de l'histoire. Si on vient s'affranchir de cette moyenne mobile 20 périodes en mensuel, on ne repassera très probablement jamais en dessous. Ou pas avant peut-être très longtemps et on aura finalement réussi à ne pas avoir cette forte récession, forte dépression, forte ce que vous voulez. Ce sera bien évidemment accompagné par un pivot, ça sera accompagné par éventuellement une contraction au niveau du crédit américain, mais avec une forme d'assouplissement pour des aides ou des subventions du gouvernement américain, et tout se repassera bien dans le meilleur des mondes. Donc actuellement, croiser des chemins, mais bien que ça peut quand même partir un petit peu en dégradation sur les 3500 points, 3600 points. Beaucoup diront bah, c'est peut-être pour aller chercher beaucoup plus bas, mais ça peut aussi faire office d'une magnifique opportunité, d'une fameuse d'un réel support dynamique très puissant, qui avait d'ailleurs arrêté le cours lors de mars 2020, qui peut éventuellement faire office de support, tout simplement. Donc gardez-le en tête, j'invaliderai mon scénario relativement bas. Hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on sera allègrement en dessous du Bitcoin en dessous de 20 000 $ et allègrement en dessous des 3400 points ou clôturer une bougie mensuelle, etc. En dessous des 3400 points, 3500 points sur les indices. Donc si vous êtes peut-être trop exposé et vous ne pouvez pas, entre guillemets, résister à une forme de dégradation de plusieurs dizaines de pourcents, c'est qu'il faut le voir, hein, voilà, 15% au niveau des indices, voire 30% au niveau de Bitcoin, sans remettre en cause la vraie dynamique de fond et ces ruptures et ces structures qui ont été formées, c'est ça qu'il faut bien comprendre, et bah finalement, il n'y aura pas de confirmation bear avant qu'on vienne s'échouer de moins 20% si vous voulez au niveau des indices. Et je pense qu'à moins 15, moins 20%, la Fed devrait réagir. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça ne veut pas dire que ça va tout de suite faire remonter les marchés, puisqu'on ne connaît bien évidemment pas l'avenir, mais en tout cas le signal sera fort pour des magnifiques respirations de marché, et pourquoi pas remettre les choses dans le droit chemin. En somme, toutes les opportunités ne peuvent être jouées que si vous gardez du cash. Je pense que c'est extrêmement important. Pas plus de choses à dire par rapport à tout ça. Juste là, les résultats de l'enquête du crédit au niveau de la Fed sont redoutés. Effectivement, il y a une forme de contraction par rapport au crédit. Vous le vivez probablement en France, hein, pour ceux qui sont en train de rechercher un bien immobilier, faut pas se mentir. Moi, personnellement, je suis sur un projet immobilier et actuellement, c'est plus difficile, même si vous avez 45%, 50% d'apport, même plus si besoin est, bah, c'est pas si évident. Hein, pour le coup, d'avoir le coup de tampon. Donc, soyez bien accrochés. Les opportunités se créeront dans les très probablement prochaines années. Certains diront que les taux ne redescendront jamais, comme beaucoup diraient que les taux ne remonteraient jamais, bien évidemment. D'ailleurs, c'était une sacrée bonne erreur de ne pas emprunter
sur des crédits sur des taux négatifs au niveau des États et au niveau de la souveraineté. Vous avez pas mal d'articles qui sont en train de tourner par rapport à ça. Ça nous a peut-être coûté aujourd'hui 50 milliards de dollars, qui a été tout simplement téléguidé et guidé par les lobbyistes bancaires et des assureurs, bien évidemment en Europe, qui ont proposé d'emprunter directement des prêts souverains directement corrélés à l'inflation, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. En somme, il est très clair, en revenant des États-Unis, il est très clair, tant qu'il est contrôlé, l'un des objectifs de la politique monétaire mise en œuvre par la Banque centrale américaine est la contraction du crédit, afin de retirer des liquidités du système et de lutter contre une inflation élevée. Le problème peut se poser si cette contraction de crédit échappe à tout contrôle et provoquer une récession. Il faut juste comprendre que la machine est en marche. L'objectif de la Fed et de Jérôme Powell, c'est de conserver un dollar fort. Ni plus, ni moins. Et ça passe par la destruction de liquidités. Comment on fait pour détruire de la liquidité? Eh ben, c'est pas compliqué. Si vous émettez moins de crédit que vous n'en détruisez, il n'y a pas 36 solutions pour détruire de la monnaie. Alors, généralement, c'est quand vous remboursez votre crédit, directement, vous détruisez de la masse monétaire, vous détruisez de la monnaie. C'est en remboursant votre crédit. C'est ce seul mécanisme qui permet de détruire littéralement de la monnaie. Il y a un deuxième mécanisme qui est aussi l'inflation, qui permet de détruire indirectement la monnaie, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais le remboursement de crédit est un outil extrêmement efficace pour pouvoir détruire de la monnaie. Actuellement, si vous émettez beaucoup moins de crédit, ou en tout cas si vous resserrez les octrois au crédit à vos populations, que ce soit aux entreprises, petites entreprises, grosses entreprises et consommateurs, et ben, automatiquement vous enlevez et vous soustrayez de la liquidité au marché, tout simplement. C'est juste mécanique, il n'y a rien de bien compliqué par rapport à ça. Dès lors, si on revient par rapport à cette volonté de réduire et de contracter l'octroi de crédit à la population, qui va en profiter? C'est lui. Tout simplement. C'est le DXY. Actuellement, tout le monde a les yeux sur une espèce de support, un petit peu dans le no man's land sur Bitcoin. J'avais dit Bitcoin 33 000 $. Bon, on n'est pas très loin, on est monté jusqu'à 31 000 $. Donc, honnêtement, on n'était pas trop mauvais quand même par rapport à ça, mais on y était très loin ici. Si on reprend en janvier 2023, on n'était pas à 33 000 $. Mais vous avez compris que le dollar n'a pas fait grand-chose, mais Bitcoin s'est bien redressé, catalysé par rapport à ces fameuses faillites bancaires, etc., par rapport à un narratif qu'on peut éventuellement mettre en œuvre et que je partage, bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous, avec un N majuscule. Mais si Jérôme Powell va jusqu'au bout de son raisonnement, c'est plutôt quelque chose comme ça qu'on devrait observer, pour être tout à fait franc avec vous. Et ça, ce sera pas bon pour le marché. Et ça, ce sera pas très probablement pas bon pour le Bitcoin, tout simplement. Parce que la vraie assurance, ce sera pas notre Bitcoin. La vraie assurance, ce sera le roi dollar. Alors qu'on est en train de nous vendre à tort et à travers qu'on est en train de vivre une dédollarisation planétaire, qu'on est en train de mettre à mal l'hégémonie du dollar par rapport aux échanges internationaux. Même le Pakistan, grand ami des Américains, sont d'accord pour passer des contrats vis-à-vis du gaz russe et du pétrole russe à des Chinois dans la devise yuan pour échapper aux sanctions américaines ou tout ce que vous voulez américaines, etc., etc. On est en train de nous vendre ça. Et en fait, on est en train tout simplement de nous vendre ceci. Et si on nous vend ça, c'est très probablement ce qui ne se passera pas. Et une augmentation et un retour au niveau du dollar, je pense que ce sera très probablement la porte de sortie royale, comme ça l'a toujours été, en cas de forte contraction de l'économie au niveau de nos pays occidentalisés, américains, européens et Asie, un petit peu différents, puisqu'ils ont déjà relancé leur planche à billets, tout simplement. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. J'espère que vous comprenez un petit peu tout ce narratif qu'on essaye d'embriquer et cette scénarisation et structurer notre psychologie pour tout simplement ne pas subir systématiquement ce qu'on est en train de voir, mais plutôt essayer de l'encadrer pour que, quoi qu'il se passe, ça devienne pour nous une opportunité. Je n'ai pas plus de choses à dire. Rendez-vous 14h30 pour le CPI, ce qui devrait peut-être donner un petit élan par rapport à nos indices, que ce soit sur le Nasdaq, très curieux de le voir au niveau du Nasdaq, et si Nasdaq rebondit, très curieux de voir au niveau de nos cryptoactifs préférés, est-ce que ça rebondit par rapport au Crypto Total 3, et potentiellement Ethereum et Bitcoin. Je serai très attentif par rapport à tout ça, mais peut-être de très courte durée. Prenez des profits lorsqu'ils se présentent et gardez du cash pour manger et pour gober ces magnifiques opportunités qui devront se proposer d'ici fin 2023, début 2024, puisque honnêtement, en fonction de ce que l'on croit et non pas en fonction de ce que l'on voit, moi ce que je vois c'est les paroles de Jérôme Powell qui vont pas dans le sens de to the moon, il n'y a pas de volume, tout simplement, il n'y a pas de volume. D'ailleurs je finirai là-dessus, mais même si la vidéo est un petit peu longue, on va pas se mentir, on est tout seul sur ce marché, on est entre nous, on peut pas le dire plus. Quelle est la grande différence, si vous voulez, si on passe sur BTC en jour lit ici, la grande différence entre 2019
là, ici, en mars 2019, etc. Regardez, hein, elle est juste là la différence. Entre mars 2019, avril, mai, juin, regardez, hein, au niveau des volumes. Vous voyez? Ça, c'est plutôt acheteur. Ça, c'est une structure saine. Et actuellement, depuis mars, avril, mai, juin, qu'est-ce qu'on voit? On voit... Bah, pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer au niveau des volumes. Ah oui, j'y étais pas. Juste là, 2019, voilà. Ici, vous avez en fait, voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2019. Vous avez une augmentation au niveau des volumes. Vous le voyez très bien comme moi. Hein. Pardon, j'étais sur les MACD juste avant. Et actuellement, on voit quoi? Bah, depuis cette on descend. Il n'y a pas de volume sur ce marché. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est moins bon. Voilà, on veut du volume. Actuellement, qu'est-ce qui va nous faire venir du volume? En tout cas, c'est pas avec des taux à 5% qu'on va faire apporter de la liquidité au marché. Actuellement, on est en train de manquer de liquidité, ce qu'on ne vivait pas en 2018. En 2018, les taux d'intérêt étaient relativement bas. On le revoit ici, 2018. Ça commençait à monter, mais les taux d'intérêt étaient encore relativement bas. Voilà, c'est super important. Ici, c'est tenable. Ici, c'est insoutenable, pour le coup. Il nous manque de la liquidité. Tant qu'on n'a pas de liquidité, ben, on verra très probablement pas des explosions des nouveaux ATH sur nos cryptoactifs préférés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller chercher des objectifs de prix. 33 000 $, target des 42 000 $, pourquoi pas, hein, on peut éventuellement faire naviguer des capitaux au sein même de tout ce monde financier. Et peut-être que Bitcoin et nos cryptoactifs préférés pourront éventuellement en bénéficier. Mais tant que vous n'avez pas un retour aussi des volumes, et ben malheureusement, il ne faut pas considérer cette magnifique hausse comme réelle, si vous voulez. Tout simplement comme saine. Je pense que c'est ça, le vrai mot. Peut-être qu'on entend différentes choses à droite et à gauche. Je pense que les volumes sont le principal indicateur, le momentum est le principal indicateur d'un mouvement sain. Et actuellement, ce mouvement, quoi qu'on en dise, c'est malheureux à dire, mais ce mouvement n'est pas sain. Pour moi, c'est juste de la chasse à la liquidité, et notamment de la chasse à la liquidité vendeuse ici. Et on peut éventuellement faire un petit coup de FOMO, ça ne me dérange pas. Donc je suis plutôt dans la tendance, et si je me pose la question, suivez la tendance, car celle-ci est votre amie.